Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Cette semaine au Héros Anonymes, nous poursuivons notre exploration de l'univers des passionnés, des dévoués et des convaincus. Car il en fallait de la détermination pour ramasser 8 millions de canettes. Oui, 8 millions, afin de récolter la somme de 400 000 $ pour débuter un projet de création d'une ressource d'hébergement pour accueillir Anthony, lourdement handicapé, le fils de Manon Gauvin. Manon Gauvin, cofondatrice d'Un souffle et des ailes, a mis en effet 7 ans d'efforts acharnés avec son conjoint afin de pouvoir mettre en branle son projet auquel son père a également contribué de façon, vous allez voir, très impliquée. Aujourd'hui, la ressource accueille 8 usagers dont s'occupent 12 employés. Une très belle histoire. Le projet de notre deuxième invité a aussi, en fait, qui est notre première dans le balado, qui est avec nous en studio, a aussi demandé beaucoup de travail, de dévouement et a fleuri au fil du temps. L'Atelier des lettres est né dans un 3,5 il y a 40 ans et depuis est devenu un organisme respecté qui a aidé de nombreuses personnes à lire, écrire, compter, développer des aptitudes informatiques, mais pas que. Surtout réussir à s'organiser dans un monde de plus en plus numérique qui suscite des compétences pour pouvoir non seulement se débrouiller, mais s'épanouir pleinement dans notre société. Ce sera un plaisir d'accueillir Mylène Dano, animatrice en alphabétisation de l'Atelier des lettres, qui va mettre en lumière les analphabètes, qu'ils soient de 5 niveaux, parce qu'il y a 5 niveaux d'analphabétisme, et vous allez voir que ça concerne pas mal plus de gens que vous pourriez le penser. Dans quelques instants, Mylène Dano. Il y aurait au Québec 1,3 million de personnes analphabètes réparties en 5 différents niveaux. Et il y a de nombreux organismes qui font de l'alphabétisation populaire pour les aider non seulement à se débrouiller, parce que c'est des gens très débrouillards et vous allez voir toutes les conditions qu'ils ont avec lesquelles ils composent au quotidien pour se débrouiller, mais aller au-delà de la débrouillardise, être capable de s'épanouir pleinement dans la société. Et vous allez voir qu'avec le virage numérique, ça ne manque pas de défis. Alors, on accueille en studio Mylène Dano de l'Atelier des lettres. Bonjour Mylène. Bonjour. Moi, j'ai été très surprise d'apprendre ça. 1,3 million d'analphabètes. De quoi on parle quand on parle d'analphabètes? Bien, c'est ça, c'est beaucoup plus que qu'on le pense. Donc, en fait, il y a 53% de la population québécoise qui éprouve des difficultés et des enjeux avec la lecture et l'écriture, mais il y a 19% qui éprouvent de grandes difficultés. Donc, 53%, donc c'est plus de la majorité. Une personne sur deux, oui. C'est quelque chose. C'est quoi éprouver des difficultés? Puis là, je vous lance sur quelque chose. Les gens qui nous écrivent « ça va » avec un S, est-ce qu'on appelle ça éprouver des difficultés? Bien, tant que le message passe, nous, le « ça va », c'est pas ça les enjeux. C'est plus la difficulté avec, on a comme 5 niveaux de littératie. Mm-hmm. Donc, le niveau 1, c'est le niveau le plus bas, c'est avoir de la difficulté à lire, par exemple, la posologie. Donc, d'un médicament. Oui. Le niveau 2, c'est être capable de lire un document simple, mais avec difficulté. Et le niveau 3, c'est le niveau de base où on peut être fonctionnel dans notre société d'aujourd'hui. Je pense que c'est de niveau 3 en descendant qui sont les personnes à votre exactement, atelier. Tout à fait. Oui. Donc, niveau 4, 5, on est fonctionnel. Fonctionnel. Exactement. Mais je comprends qu'on peut être fonctionnel, mais ça demande beaucoup de débrouillardise. On est fonctionnel, mais des fois, il faut faire des petits tours de passe-passe
Oui. pour que ça paraisse pas. Il y a beaucoup de gens que ça ne paraît pas qu'ils éprouvent des difficultés. Exactement. Il y a vraiment ce sont des gens qui se sont développés des outils. C'est très impressionnant parce que nous sommes dans une société qu'on dit société de l'écrit où Mhm. tout passe par l'écrit, que ce soit les cartes géographiques, dans le métro, les directions, les recettes, les médias. Donc, non, ça, c'est quand même assez impressionnant, oui. Ben, c'est ça, je regardais ça dans notre dossier de recherche. J'ai été épatée de réaliser, bon, moi qui maîtrise quand même bien notre langue et d'autres langues et d'autres Mhm. en apprentissage, de constater à quel point l'écrit est partout. Que ce soit d'aider nos enfants à faire leurs devoirs, communiquer avec le gouvernement, faire ses impôts, comprendre son bail, des contrats, les factures, Mm. le menu au restaurant. Tout à fait. D'autres exemples, je pense, utiliser le transport en commun, c'est un autre enjeu. Ben, tout à fait. Non seulement l'écrit est partout, mais maintenant, avec le virage numérique, les formulaires qu'on avait papier, maintenant, ça passe par Internet. Euh, pour parler à quelqu'un, maintenant, pour s'inscrire à quelque chose ou vous parlez de l'école avec les enfants, maintenant, c'est un portail sur l'ordinateur. Donc, c'est l'écrit, mais c'est aussi le numérique qui complique encore plus pour ces personnes-là l'épanouissement ou juste se dépatouiller dans le quotidien. Est-ce qu'on pourrait dire que si on a des enjeux dans le calcul, dans l'écriture, la lecture, on a peut-être aussi des enjeux au niveau plateforme numérique, au niveau même de l'informatique? Tout à fait, oui. Puis c'est aussi accès à Internet. C'est pas toutes ces personnes-là qui ont accès à l'ordinateur à la maison, à un service Internet. Donc, il y a ça aussi qui complique les choses. Puis, bon, avant, il y a quelques générations, on était dans l'ère du téléphone. Donc, on ne comprend pas quelque chose, on appelle, on règle ça verbalement. Mais maintenant, comme vous le dites, soit que c'est difficile d'avoir un service à la clientèle au téléphone. Des fois, ce sont des chats qui nous répondent. Exact. Donc, encore là, ça augmente la difficulté parce que le chat est à l'écrit. Comme vous le dites, les plateformes à l'école, avoir les notes, encore une fois, c'est des documents qu'on doit télécharger. Donc, je comprends que ça augmente encore plus la réalité avec laquelle ces personnes-là doivent composer. Tout à fait. J'ai même eu une participante qui m'a dit dernièrement, avec le virage numérique, et elle, c'est comme si on m'avait enlevé une faculté que j'avais déjà. Pour remplir un formulaire par écrit. Ben, l'habitude était là, mais là, c'est comme si, c'est retour à la case des passes et un réapprentissage, un autre apprentissage. Parce que c'est ça, elle en était venue, j'imagine, à force de faire vos ateliers, d'être capable de le remplir à l'écrit avec un stylo. Mais là, il faut saisir ces données-là dans le formulaire numérique et qui sont souvent assez mal faits aussi pour les personnes qui se débrouillent bien. Exactement. Quand on appuie sur l'envoyer, ça ne marche pas toujours. Juste les mots de passe aussi informatiques, de mettre un caractère majuscule avec un caractère spécial et tout ça, ça peut être très, très, très frustrant pour eux. Parce qu'en fait, ça les brime. Ça les brime de plusieurs manières, soit le droit à l'information ou le droit d'agir, de juste inscrire son enfant à quelque chose ou d'avoir un service médical, par exemple. Donc, et est-ce que c'est pas une manière de faire en sorte de se sentir encore plus mal? Parce qu'on va se le dire, là, les personnes qui ont quand même de certaines facilités avec l'écriture, la lecture, souvent ces formulaires-là sont mal conçus et c'est difficile en partant. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire, c'est moi qui comprends rien? Ça nous fait sentir encore plus mal si on ne sait même pas qu'ils sont mal conçus, ces formulaires-là. C'est vrai, oui. C'est plus frustrant, mais je ne suis pas certaine d'avoir compris le sens de la question. Ben c'est ça, de sentir que c'est encore plus frustrant, de se dire, ben je ne sais pas me débrouiller, alors qu'à la base, peut-être qu'ils sont simplement mal faits. Aussi, ben oui, c'est vrai qu'il y a ce volet-là à considérer, tout à fait. Ben il y a tout un... Dans le numérique aussi, des spécialistes qu'on appelle le UX design qui sont formés justement pour essayer de voir la compréhension des gens pour créer des formulaires qui sont faciles à comprendre. Et ce sont des spécialistes qui sont de plus en plus en demande parce que c'est pas toujours clair quel chemin on doit prendre après. Donc, j'imagine si en plus on a cette difficulté-là, oui, c'est tout un défi avec un grand D, là. Ouais. Et donc, l'Atelier des lettres est là pour les aider. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'Atelier des lettres? Bien, à l'Atelier des lettres, notre mission, c'est d'outiller les participants
participants, c'est d'améliorer leur qualité de vie. On fait beaucoup de défense de droits, de la sensibilisation auprès des instances politiques, mais aussi auprès de la population. Combattre les inégalités. Puis on est surtout un milieu de vie. Donc, on est un milieu de vie qui fait de l'alphabétisation populaire. Donc, Vous insistez sur le mot populaire. Il y aurait une alphabétisation qui est quoi? Qui est en plus fait, scolaire? exactement. Oui. On fait tout le contraire de ce que les gens vivent au scolaire, en fait. Mm. Parce que souvent, ce sont des gens qui ont eu de mauvaises expériences avec le scolaire. Donc, notre approche est totalement différente. On vise, en fait, l'éducation par les besoins des personnes. Donc, quand on parle de calcul, on va aller à comment calculer un budget, Mm. quels sont les rabais, calculer les taxes. En fait, ça part des Du besoins des besoin. participants. Exactement. Ben, en fait, j'ai souvent pensé c'est comme ça qu'on devrait enseigner, à partir des besoins. Moi, je le Ouais, faisais avec mes enfants. Le exact. calcul Ouais. se faisait avec une recette. C'est comme ça qu'ils ont Ouais. appris les fractions. Il n'y a pas d'examen non plus au final et de bulletin. Et nous ne sommes pas des professeurs. Et entre quel âge et quel âge on retrouve à l'Atelier des lettres? Mais ce sont tous des adultes de 20-18 ans à le plus vieux de nos participants vient de fêter ses 80. Ah! Oui, on l'a fêté en janvier. Puis lui, ça fait 29 ans qu'il vient à l'Atelier des lettres. C'est notre doyen qui a vu beaucoup de monde passer dans nos 29 locaux. ans. Oui. Je comprends quand vous dites C'est un courageux, un Ouais. vaillant et une inspiration. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jacques. Jacques. Oui. Je comprends que pour lui, c'est devenu un milieu de vie. Exactement. C'est des amis, c'est des endroits... Ben, on entend souvent le mot famille. Mm, C'est vraiment un lieu, c'est beaucoup. On vient aussi à l'atelier pour briser l'isolement. Chacun a une histoire. Ils et elles se font confiance. Il se passe vraiment quelque chose de très humain dans nos locaux. C'est jusqu'à 3 fois par semaine qu'on participe Oui. aux ateliers? Nous, on est du lundi au mercredi, puis on fait aussi des sorties, on est engagé aussi, on se mobilise quand il y a quelque chose de politique qui va à l'encontre qu'on considère comme De l'exclusion. l'exclusion, exactement. Ouais. Donc, on fait des expositions aussi au musée, là, qui est pas loin d'ici, à l'écomusée. On a plusieurs partenaires, donc... Oui, on va en parler après une courte pause, juste un peu reprendre notre souffle, puis on va développer un peu le lien avec vos partenaires. Il y a encore beaucoup à dire, puis de voir comment on peut vous aider et comment on peut être encore plus sensible à la réalité de ces personnes. Parfait. Ici Chantal Doré, si vous nous joignez à ce moment-ci, je suis en bonne compagnie en studio avec Mylène Dano de l'Atelier des lettres. Mylène, on parlait un peu des partenaires qui vous soutiennent et vraiment, vous avez su en 40 ans, vous alliez de nombreux partenaires, l'Écomusée du Fier-Monde, entre autres. Exact, oui. L'Écomusée qui est un partenaire depuis tant d'années. Cette année, on fête nos 40 ans. C'est d'ailleurs là-bas qu'on va célébrer cet automne. Ben, merci. Donc, on a fait des expositions avec eux. On va souvent les visiter. On rencontre Camille qui est là-bas, qui nous explique les expositions. On fait des sorties avec elle. Donc oui, c'est un grand allié. Sinon, dans le quartier aussi, on a plusieurs autres partenaires. La Grande Bibliothèque qui participe avec vous. Plusieurs festivals de poésie également. Oui, il y a le Fil qui travaille avec nous. Sinon, il y a la Bibliothèque Par-Ambroise qui est pas loin d'ici aussi. On a des alliés de taille avec d'autres groupes de défense de droits, comme le CF, qui est le Centre d'éducation et d'action des femmes. Et dans les locaux de l'Atelier des lettres, on est comme dans une ancienne école, au Comité social Centre-Sud,
Il y a plusieurs partenaires qui sont là, qui sont nos alliés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nos participants, en venant à l'Atelier des lettres, peuvent aussi aller fréquenter d'autres organismes qui sont très importants, qui répondent à des besoins de base. Si vous voyez d'autres héros anonymes qu'on pourrait Ah! recevoir au micro, vous passerez le message. J'en ai plein! Ah, excellent, excellent. De notre côté, comment là, vous nous aidez à peupler l'émission d'Héros Anonymes? Donc, comment nous-mêmes, on pourrait vous aider, en fait, peut-être les auditeurs à l'écoute qui ont envie se sentent sensibilisés, comment ils pourraient vous aider? Bien, c'est sûr qu'on est toujours ouvert à recevoir des dons. Mhm. Par le biais de notre site Internet de l'Atelier des lettres, il y a un lien là, c'est via Canada Don. Sinon, c'est peut-être juste d'être sensibilisé à la cause. Tu sais, je donne un exemple, des fois, quand on est dans le métro, puis on est à la machine distributrice pour s'acheter un billet, puis il y a une longue file. Des fois, tu sais, on est un petit peu pressé, puis il y a quelqu'un qui est en train de s'acheter un billet. On voit que c'est un petit peu long, Mhm. mais peut-être d'être un petit peu patient, Ouais. indulgent, puis peut-être de comprendre que c'est pas facile pour tout le monde de se débrouiller avec les machines. Et donc, Donc, ce que j'entends, c'est qu'on a souvent tendance à penser, puis malheureusement, je pense que c'est une déduction qui est pas la bonne, que ce sont les aînés qui sont dépassés par le virage numérique, alors que c'est pas du tout ce que les statistiques disent. non, c'est ça. Il y a autant de jeunes adultes que de personnes plus âgées, là. Donc, c'est faux de penser que c'est juste des personnes. Oui, Absolument, oui, parce oui, qu'on oui, tout à fait. on en connaît tout plein qui ont pris ce virage-là numérique de façon extraordinaire. Mhm. Je fais peut-être un parallèle pour les personnes issues de l'immigration aussi, qui sont peut-être dans des classes de Mhm. francisation. Ben là, peut-être que pour ce type de machine-là, on peut sélectionner une langue différente. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, alphabétisation, ce n'est pas nécessairement de la francisation, mais Mhm. on a des personnes issues de l'immigration dans nos groupes quand même. Donc, oui, c'est une réalité pour eux Quelle aussi. différence on peut faire entre francisation, alphabétisation? Ben Est-ce que ce nous, sont des personnes, par exemple, qui savent lire, écrire et compter dans leur langue C'est ça, maternelle? mais nous, de la manière qu'on voit à l'Atelier des lettres, c'est que les personnes qui viennent, il ne faut pas qu'ils soient alphabétisés dans leur langue natale. Ah, Ça, d'accord. c'est un des critères, parce que quelqu'un qui arrive complètement alphabétisé dans une langue, l'approche est déjà installée. Mhm. On est allé dans le milieu scolaire longtemps, souvent, donc nous, ce n'est pas ça. Et il faut quand même que cette personne-là puisse parler un peu français pour Oui, que cette personne-là puisse suivre nos ateliers. oui, puis Sinon, s'intégrer on dans le ferait deux groupe. Oui, choses en même oui. temps, sinon, On ouais. répondrait à des besoins différents. Donc, Exactement. j'imagine si ces personnes-là vous abordent, vous les redirigez vers On les vraiment des classes de redirige. francisation. Tout à fait. Puis certaines viennent avec nous quand même selon ces critères-là que je vous ai nommés. Et je repense à ces fameuses files-là. Bon, vous amenez la population à faire preuve d'empathie. Vous parliez en même temps des représentants politiques et auprès Mhm. de diverses institutions. De quelle manière, justement, on pourrait accommoder ces personnes-là? Est-ce qu'on crée, je ne sais pas moi, un guichet différent, je dis n'importe quoi, mais de quelle manière vous les sensibilisez à en tenir compte? Est-ce que je peux vous donner un Bien exemple sûr, qu'on a vécu dans les dernières années avec la STM? oui. Ils ont changé. En fait, il n'est plus possible de payer en change à un humain dans Mm, l'échangeur qu'on oui. appelle. Donc maintenant, tout passe par la machine. On Donc, ne peut plus payer. Ça fait longtemps que j'ai pas pris on ne peut le... plus payer. Ouais. On peut payer avec l'argent comptant dans la machine, mais il faut comprendre la machine. Il y a plus Ah oui, d'humain oui. qui prend l'argent. Qui vous Donc, dit ça fait 5 et 42 là. ouais, c'est ça. Non, non, ça OK. n'existe plus, ça. Tu sais, donc, nous, on s'est mobilisés avec d'autres groupes pour exprimer notre désaccord. C'est Mm. sûr on n'a pas changé ça. Ça s'est passé quand même. Mais on a réussi à aller parler au CA de la STM. Ils nous ont écoutés. La STM est venue à l'Atelier des lettres. Ils nous ont Wow. proposé une formation adaptée aux besoins des personnes peu alphabétisées. Nous avons monté la formation avec eux et ils ont testé la formation avec nous. Donc, le fait d'être allé les rencontrer, ben, on a quand même été capable de changer un petit peu la donne avec les machines distributrices. Puis concrètement, une fois qu'on est descendu dans le métro, on monte dans l'autobus, il se passe quoi?
cette formation-là fait en sorte que les employés sont capables de les Mais en fait, la accompagner? formation était pour les personnes peu alphabétisées. C'est D'accord. comment comme apprivoiser la machine. Donc, nous, on a testé cette formation-là que la STM donne maintenant à certaines personnes qui en ont besoin. Tu sais. Puis les personnes, par exemple, qui seraient de la STM ou d'autres organisations sur place, j'imagine à ce moment-là, sont sensibilisées de voir Exactement. si quelqu'un a l'air de la difficulté, d'aller l'aider. Tout à fait. Ça a été sur les deux côtés, dans le fond, Mhm. sensibiliser les gens de la STM, mais aussi aider nos participants et les autres personnes qui ont des enjeux avec le numérique. Et là, vous me parlez de billets, d'argent comptant et spontanément, je pense aux banques, aux caisses qui Mhm. ont fermé de nombreux points de Exact. service où justement on pouvait parler avec un caissier, une caissière. J'imagine que ça fait partie des dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Exactement, oui, oui, tout à fait. C'est un des dossiers, tout comme les caisses, mais aussi la dématérialisation des humains. Donc, à l'épicerie, maintenant, il y a de plus en plus de caisses où on va au Ouais. Dollarama, il n'y a plus personne, il n'y a plus de caissier. Donc, ça aussi, on travaille fort là-dessus. Mm. Et c'est énormément de Il y a beaucoup de choses. beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes ouvert, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident au niveau bénévolat? On a eu des bénévoles dans le passé. En ce moment, nous n'avons pas de bénévoles, mais nous serions ouverts à accueillir quelqu'un si quelqu'un qui nous entend serait intéressé. Et qu'est-ce que, parce que, bon, vous savez, Vue et Voix, on a fait beaucoup de livres audio, donc on a fait aussi Canalem, lecture de nouvelles et autres, donc on a peut-être des gens directement sensibles parmi nos auditeurs à la cause. Qu'est-ce qu'un bénévole pourrait faire concrètement? Ben, nous assister dans nos ateliers, puis certaines personnes, certains participants qui ont des besoins particuliers aussi, donc peut-être plus au niveau du tutorat Mhm. individuel. Bref, il y a moyen de faire plusieurs choses pour nous aider sur place. Mm. On dit sur place, j'entends même que vous avez des artistes de Oui, résidence, ben oui, on a en des... résidence, en Tout à fait. poésie. Oui, en poésie Oui. et en art, on invite plusieurs personnes pour venir travailler sur des projets avec nos participants. Donc, poésie, on a reçu Jean-Christophe Réel, Noémie Pomerleau-Cloutier, qui est une de nos anciennes Mhm. formatrices, a beaucoup fait de poèmes avec nos participants. Sinon, on a une artiste de spoken word en ce moment qui Ah, OK. travaille sur un projet, mais je ne peux pas trop en dire parce que ça va se dévoiler au 40e là, à l'Écomusée. Ah, faudra Donc, revenir. Patty Van Roost aussi, on a beaucoup, beaucoup d'invités, même au niveau politique. Les députés viennent nous voir quand c'est le temps des élections, on peut les rencontrer puis poser nos questions. Donc, il y a plusieurs personnes qui frôlent, qui franchissent la porte de Ouais. l'atelier des lettres. Hein. Quel type de questions vous leur demandez aux députés? Ah, ben là, ça vient des participants. Quel type de questions? Ça va souvent sur des déceptifs, des besoins personnels, mais c'est jamais pareil. On a souvent Manon Massé Mhm. qui vient nous voir aussi, qui connaît nos participants par leur prénom, donc qui est très Ah impliqué oui, avec nous. Donc, ouais, particulièrement sensible à cette tout à cause. fait, oui. Qui a déjà travaillé dans le comité social où on est justement avant ces années politiques. Et est-ce on a pu chiffrer, parce que ce 1,3 million-là, je disais qu'il y a 80 centres d'alphabétisation au Québec? À peu près 80. Dans le regroupement, on est 77 organismes. Puis il y a des gens qui ne sont pas membres du regroupement, donc ça va au-delà du 77 groupes. Sinon, à Montréal, dans chaque quartier, il y a un organisme en alphabétisation. Il y a la Jarniguane dans Villeray, Lettres en main dans Rosemont, le Tour de Lyre dans Hochelaga. Nous, on est dans Centre-Sud, Mhm. donc il y a plusieurs groupes aussi à Montréal même. Et là, je me demande quel lien vous avez ou sensibilisation avec le milieu scolaire, parce que finalement, si on comprend bien, c'est les gens que le système scolaire n'a pas fonctionné Mm. avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être à la base, c'est sûr que vous êtes utile, là, on le voit, mais à la base, une manière de réfléchir à la manière dont on enseigne à écrire, à lire, à compter? C'est sûr qu'il y a matière à réfléchir parce il y a décidément l'apprentissage n'est pas le même pour chaque personne. Donc,
C'est sûr qu'au scolaire, mais il y a beaucoup il manque peut-être d'intervenants, je ne Mm. saurais dire, mais c'est vrai qu'il y a matière à réfléchir sur le système d'éducation. Oui, ben je sais là qu'il y a eu plein de comités, de tables de concertation. Dernièrement, on a demandé je pense, Pierre Lavoie, Mm. Ricardo, Ouais, ouais. bon, ce trio-là Mhm. là, de réinventer l'école. Et je me dis déjà, si on est capable de faire en sorte qu'on apprenne correctement Mm. aux gens en partant peut-être des besoins de la vie de tous les jours, ça aiderait. C'est sûr que ça aiderait, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est sûr que. Ouais. Il y a une facette dans le numérique qui est tout ce qui est le texto. On le voit, là, de plus en plus, on n'appelle plus, puis même les jeunes utilisent aussi le texto. Mm. Moi, je suis fascinée de voir comment on est à côté d'un jeune adulte. J'ai moi-même des jeunes adultes, je les appelle, ils ne répondent pas, Mm. je les texte, ils répondent. Donc, comment ça joue un peu l'alphabétisation au niveau du texto? Ben, au niveau du texto, bon, on voit souvent plutôt les jeunes qui sont dans notre groupe utilisent quand même le texto de manière. On va souvent utiliser le vocal, tout Oui, ce qui est outil vocal ce que, pour ce que, aider, là. ce que faisait le téléphone, Ce que finalement. faisait le téléphone, finalement. Puis sinon, c'est vraiment utilisé par nos jeunes, souvent, mais pour nous, les communications avec eux, on n'utilise pas vraiment les appareils numériques avec eux pour se parler, mais je les vois souvent texter. Mhm. Ouais, ouais. Mm. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Atelier des lettres pour 2024 et les futures années, Mylène Dano? Ben, qu'on continue à avoir les participants qui viennent nous voir, puis que l'atelier continue de vivre un autre 40 ans d'existence. Qu'est-ce qui. Votre site Internet, on en a parlé. Je sais qu'on peut, entre autres, se procurer le livre Abécédaire populaire. Oui, En exact. terminant, quelle est l'adresse du site? C'est le www.atelierdesllettres.org et on a aussi une page Facebook où on diffuse un peu tout ce qu'on fait au jour le jour. C'est quand même assez chouette à suivre aussi, là. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, c'est une belle page. Excellent. Merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à une réalité qu'on comprend peut-être mal et de voir tout ce que vous faites pour aider nos concitoyens finalement à avoir une vie plus épanouie dans la société. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. C'était Mylène Dano de l'Atelier des lettres. On prend une brève pause et on parle tout de suite après avec une invitée là, qui a amassé ces fameux 8 millions de canettes. Vous allez voir, c'est une autre dévouée passionnée. À bientôt. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. De retour à l'émission Les Héros Anonymes sur les ondes de Canal M et sur les plateformes de balado-diffusion. Et pour cette deuxième partie des Héros Anonymes, j'ai le plaisir de vous présenter cette grande tenace qui est Manon Gauvin, qui a créé l'organisme Un souffle et des ailes. Alors, c'est elle qui a amassé les fameuses 8 millions de canettes. Bonjour, Manon. Salut. J'imagine que c'est une information qui doit vraiment épater les gens quand vous en parlez. Oui, ben mon père de 86 ans, qui est notre bénévole numéro 1 au ramassage des sacs de contenants consignés qu'on récolte à travers la municipalité partout autour, est bien fier de divulguer cette information-là haut et fort aux gens autour de lui parce que en fait, il est responsable de beaucoup de sous qui est rentré grâce à sa participation. Donc, c'est une grande fierté. C'est une fierté d'avoir accompli une mission comme celle-là, en partie grâce à des contenants consignés. Vraiment. Puis là, j'ai écouté, je lisais le dossier de recherche et je me disais, 7 ans, ça vous a pris 7 ans d'efforts pour réussir à mettre en branle votre projet? Oui, ça a été 7 ans d'amassage de fonds à partir du jour 1 de la création d'organismes. Donc, oui, des contenants consignés en majeure partie, puis des événements bénéfices, des spectacles, des levées de fonds diverses comme des ventes de garage, des laves au thon, des spaghettis. Donc, tous les événements que les organismes tiennent pour ramasser des fonds, en fait, on l'a fait, puis on a amassé
le premier 500 000 qu'on avait besoin pour mettre en branle le projet. Puis en l'été 2020, là, on a atteint cette somme-là. Donc, à l'automne 2020, en pleine pandémie, là, on a débuté la construction de la ressource. Wow! Et là, bon, si on parle de tous vos efforts, mais comment je pourrais dire, pour garder le cap sur un tel effort, il faut avoir une mission, une volonté très claire. Donc, quelle est l'histoire là, qui vous tenait occupé comme ça et qui vous a amené sûrement à y rêver pendant toutes ces années? Ça a été quoi le déclencheur d'un souffle et des ailes? Ben en fait, j'ai un fils qui est né de la paralysie cérébrale. Donc, à l'âge adulte, je commençais à me questionner. Là, on connaît la réalité du 21 ans et plus. Là, c'est pas la première fois que les gens en parlent. Les familles se retrouvent souvent un peu dans le néant après 21 ans parce que tous les services qu'on met en place pour maintenir l'enfant dans la famille naturelle tombent à l'âge de 21 ans. Donc, les familles se retrouvent souvent un peu éclaboussées là-dedans. Puis, moi, je me suis mis à la recherche de répit parce que là, je me disais, s'il y a quelque chose dont je vais avoir besoin dans les prochaines années, c'est du répit. Et il n'y avait pas de ressources d'hébergement dans la région là, qui faisait ça. Donc, on m'a proposé un CHSLD, en fait, une résidence pour personnes âgées au 6e étage, à l'étage où il y a de l'Alzheimer et de la démence, puisque c'est les seuls étages qui sont munis d'équipements pour mobiliser des gens qui sont très lourdement handicapés physiquement, comme mon gars. Donc, et ça s'est avéré vraiment une catastrophe. Là. Il a été négligé beaucoup durant le week-end, puis ça a confirmé ce que je voulais pas, en fait, parce que tout mon instinct maternel me disait que c'était pas sa place, mais par besoin de répit, je l'ai fait. Et donc, quand j'ai relevé de cette épreuve-là, de ce que j'avais fait subir à Anthony durant ce week-end-là, je me suis dit, bon, ben regarde, la ressource n'existe pas, on va la créer. Aussi simple que ça. Ben, je me sentais sur mon X. J'étais à l'aube de ma quarantaine, donc je me disais, s'il y a une dizaine dans laquelle je peux m'impliquer à faire un projet comme celui-là, c'est bien la quarantaine, parce qu'à 50 ans, je risque d'être fatiguée. Donc, je me sentais comme à ma place pour faire ça. Puis, j'ai juste relevé mes manches, puis j'ai toujours regardé devant. J'ai jamais arrêté de regarder devant, au loin toujours, puis j'ai réussi. Mais là, je comprends que vous n'êtes pas fatigué encore. Ben, tu sais, ça va bien. Tu sais, c'est sûr que j'ai accumulé une certaine fatigue durant les 10 dernières années d'avoir créé tout ça et d'avoir fait l'ouverture, d'avoir accueilli la clientèle, d'avoir mis en place tout le personnel, donc former tout le monde, puis avoir mis l'engrenage là-dedans. Là, mais tu sais, je me sens encore debout, puis je trouve que la vie est vraiment beaucoup derrière moi. Je sens qu'on m'épaule là-dedans, donc je continue de regarder droit devant. Quand vous dites la vie est derrière moi, vous voulez dire la vie me soutient et non pas votre vie est derrière? Non, c'est ça, la vie me soutient. La vie est derrière moi, là. Je sens comme une présence derrière moi qui me pousse dans le dos, là, pour m'aider, là. Donc, tu sais, je sens pas tellement d'embûches dans mes pattes, là. Tu sais, moi, je suis beaucoup à l'écoute de la vie, là, donc je sens qu'on m'appuie là-dedans. Ben, il s'agit, tu sais, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ça part d'une intuition, comme vous le dites, puis après ça, d'une impulsion. Mais je veux juste peut-être bien, avant de parler plus de comment vous avez structuré tout ça, parce qu'on parle là, de 8 usagers, 12 employés, on va creuser tout ça. Juste peut-être pour clarifier, là, est-ce que j'entends qu'un peu partout au Québec, il y a des jeunes personnes handicapées qui se retrouvent en CHSLD? C'est une réalité qu'il y a à plusieurs endroits au Québec? Partout. Il manque énormément de ressources d'hébergement pour la clientèle après 21 ans. On le sait, d'ailleurs, la Fondation Louis et Véro ont fait la même chose pour l'autisme. C'est un gouffre après 21 ans pour les familles. Donc, et souvent, il
c'est plate, mais il y a parfois éclatement familial après ce 21 ans parce que la charge de cet enfant devient tellement importante sur les épaules familiales que il y a des couples qui finissent par se séparer parce que c'est trop difficile. Donc, il manque terriblement de ressources. Donc, le système se tourne vers les seuls établissements qui sont munis d'équipements pour être capables de mobiliser ces jeunes-là. Et c'est les résidences pour personnes âgées, les CHSLD. Donc, il y a énormément de jeunes qui sont présentement en CHSLD et qui ont 25, 30, 35, 40 ans et ils sont parqués avec des gens de 2-3 fois leur âge à attendre on ne sait quoi. Parce qu'on se comprend qu'on n'est pas... Parce que autant moi, je valorise les activités, les projets intergénérationnels, on n'est pas dans ça, là. Ils ne sont pas dans une résidence pour personnes âgées. On n'est pas dans ça du tout parce que les étages qui sont munis de ces tels équipements, c'est souvent les étages où la clientèle est très, 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 très âgée et très vulnérable. Donc, Alzheimer, démence, ils sont plus capables de se mobiliser. Donc, c'est pas un beau jumelage, là. C'est... Pour la personne qui est handicapée, là, c'est pas un univers stimulant. Donc, on voulait venir combler je voulais venir combler le trou de service qu'il y avait là. Puis je me disais de quelle grosseur je peux faire ce projet-là. Puis je me disais, il faut que ce soit de l'ampleur d'une famille parce que ça risque d'être porté sur mes propres épaules, ce projet-là. Donc, je voulais que ça ressemble à une belle grosse famille d'autrefois. Fait que je me disais que 8 résidents, là, c'était la charge maximum que j'étais capable de me mettre sur ses épaules. Fait que là, c'est de là et par tout ça. Parce que j'entends, là, on parle de 8 usagers. Commençons là, à regarder un peu qu'est-ce que c'est exactement la ressource. Là? On parle de 8 usagers, donc 8 chambres, ou ils sont 2 par chambre? Comment ça fonctionne? Exactement. Non, c'est 8 chambres. 8 chambres de 12 par 12 avec une belle grande fenestration. Ils ont tous une télé dans leur chambre. Ils ont tous un beau grand garde-robe pour leurs choses personnelles avec du mobilier, un lit adapté à leurs conditions et un lavabo pour les soins d'hygiène du matin et du soir. Donc, c'est 8 résidents entre 27 et notre plus vieux a 64 ans, mais qui a un cœur de 12 ans. Donc, il est arrivé ici un peu sur le fly. C'était un appel du système de santé qui me demandait si je pouvais le prendre en répit quelque temps. Puis finalement, on est tombé sous le charme de ce grand adolescent-là et on l'a gardé. Donc, c'est 8 jeunes dans cette palette d'âge-là qui ont tous des conditions sévères d'handicap physique et mental et qui nécessitent des soins dans toutes les sphères de leur autonomie, mais qui ont quand même des capacités qui fait qu'ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'avoir un milieu de vie plus stimulant qu'un CHSLD. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Ils vivent sous notre toit. On les nourrit, on leur fait faire des activités. On a une éducatrice spécialisée qui vient faire des activités avec eux. On accueille des stagiaires en éducation spécialisée du cégep de Granby qui viennent à tous les automnes faire un stage ici. Donc, c'est ce qu'on fait. Et quand on parle de stimulation, là, vous parlez de votre essai de 2 jours qui n'a pas été concluant. Est-ce que c'est parce que, les ressources qui sont là, les humains, autrement dit, l'équipement est là, mais c'est les humains qui étaient là. Est-ce que parce qu'ils sont déjà trop occupés à s'occuper des gens qui sont là ou est-ce que ça prend une expertise encore plus grande dans le cas? Non. Je pense que c'est seulement qu'ils sont vraiment trop occupés. Le ratio est trop élevé. Moi, ici, grâce à la structure que j'ai mis en place, parce qu'on continue de récupérer des contenants consignés. Donc, c'est une de notre monnaie la plus importante qui rentre dans l'organisme. Et ça nous permet de payer tous les frais courants du bâtiment, les canettes. Donc, ça fait que l'argent des jeunes que je reçois, que je charge au système de santé pour prendre en charge ces jeunes-là,
je peux l'investir totalement en personnel. Ce qui fait que j'ai toujours un ratio de 1 pour 2 ici. Rarement dans le 1 pour 3, parfois le week-end. Dans le système de santé en CHSLD, là, vous ferez l'enquête, là, c'est 1 pour 7, 1 pour 10, 1 pour 12, 1 pour 15 parfois. Donc, comment veux-tu arriver dans ta routine? Moi, Anthony, il a été négligé ce week-end-là. Quand je suis arrivée à 16 heures le dimanche pour aller le chercher, il était humecté jusqu'au bas des genoux, d'urine et d'excréments dans son fauteuil. Et après enquête, il n'avait pas été langé de la journée depuis 8 heures le matin qu'il était dans son fauteuil roulant. Et tout ça parce que la préposée de 11 heures qui devait faire le changement de culotte a eu une urgence à gérer avec un autre patient qui était délirant. Puis celle qui est rentrée à midi ne savait pas. Puis celle de l'après-midi a répété un peu la même affaire. Donc, quand je suis arrivée à 16 heures le dimanche pour le chercher, il était dans son fauteuil depuis 7h30 le matin et il n'avait pas été bougé de là. Donc, c'est une réalité qui est totalement... ça n'a pas de sens. Mais tu sais, là, ce combat-là, ce n'est un autre. Mais c'est vraiment le ratio qui fait en sorte qu'on... Mais en plus, le jumelage n'est pas intéressant là, pour le jeune, pas stimulant, mais en plus, le ratio est beaucoup trop élevé. Là. Les préposés n'ont pas le temps de donner la qualité de soins là, que ces jeunes-là ont besoin. Manon, juste avant qu'on fasse une courte pause, juste pour être sûr qu'on comprend bien, quand on dit 1 pour 7 jusqu'à 1 pour 15, ça veut dire c'est un éducateur ou un préposé pour 15 personnes, 15 résidents? Oui, exactement. Puis vous réussissez à atteindre une personne pour 2 à 3. Ah, ça fait une grosse différence, en effet. Oui, non, ça fait toute la différence. Ça fait pas une grosse différence, ça fait toute la différence. Ouais. C'est ce qui fait qu'ici, ils sont lavés à tous les jours. Il n'y a personne qui sent pas bon, puis ils sont stimulés, puis ils sont heureux, puis la maison est propre, l'environnement autour d'eux est propre, sent bon. Ça fait toute la différence. On prend une courte pause, Manon, et on est de retour pour la suite de notre entretien. Merci. De retour au Héros Anonyme pour notre 4e bloc. Je suis en téléphone, en studio, un peu partout. En fait, avec une dame comme Manon Gauvin, on voit qu'elle est partout, elle est de tous les combats et elle a surtout réussi à atteindre son objectif. Elle a fondé Un souffle et des ailes, inspiré par son fils Anthony, lourdement handicapé. Et maintenant, il y a en fait au total 8 usagers qui sont dans cette maison-là pour une maison, on peut dire familiale, un beau milieu de vie pour d'autres personnes qui vivent des conditions similaires à Anthony. Vous parliez, Manon, de vos autres là, entre 23 et 64, là, qui était votre adolescent de 64 ans. Oui. Quel type d'histoire ils ont, ces personnes? Ben Olivier, en fait, c'était notre bébé, il avait 25 ans. Lui, justement, je suis allée le chercher en CHSLD. Ah oui. Et la maman habitait dans la région ici, elle avait suivi mon combat tout le long. Puis, elle avait vraiment envie qu'il s'en vienne ici. Et la ressource dans laquelle il était, dans le coin de Valleyfield, a fermé au mois de mai, juste avant la construction. Donc, il a été placé en CHSLD le temps que moi j'ouvre. Puis on a eu d'ailleurs de la difficulté à aller le chercher parce que ça, c'est une autre réalité. Quand le système place un jeune en CHSLD, pour eux, le dossier est sa tablette. Donc, quand tu décides de vouloir ressortir le jeune du système puis dire, moi, je vais lui offrir de meilleures conditions, ils sont portés à s'opposer à ça parce que pour eux, les démarches ont déjà été faites puis c'est un cas réglé. Ils préfèrent t'envoyer d'autres cas qui ne sont pas encore réglés. Donc, il a fallu se battre un peu pour aller le chercher, mais on y est arrivé avec notre ami François Bonnardel qui nous a aidés, je pense. Donc, lui, c'est une belle réalisation là, parce que c'est en plus un petit bébé de 3 ans. Là, donc, tu sais, on l'amuse avec des toutous, puis
toutes sortes de gadgets qui fait du bruit. Puis donc, ça fonctionne pas là, pour lui en CHSLD. Un enfant de 3 ans, vous dites? Ben, c'est qu'il y a une mentalité de 3 ans. Ah, OK. Oui. Donc, tu sais, c'est pour lui, là, moi, en tout cas, quand je suis entrée pour aller le chercher là, au CHSLD, il était devant le poste des infirmières, là, puis parqué dans son fauteuil, et à côté de lui, il y avait une dame délirante qui criait, puis qui voulait de l'argent pour aller se magasiner, puis que, tu sais, ça détonnait, là, j'étais vraiment... Donc, ça, c'est une belle réalisation. Il y a Frédéric, 40 ans, 43 ans, qui c'est un accidenté de la route, en fait, mais dans les maisons Martin-Matt, il n'y a pas toujours de place. Il n'y en a pas dans la région ici, donc la maman voulait qu'il soit dans la région ici. Donc, lui, on l'a avec nous. Il y a Samuel, paralysie cérébrale, déficience intellectuelle de naissance. Il y a Annie, qui est, elle, c'est une trisomique de 40 ans. Il y a Émilie, 33 ans, paralysie cérébrale sans déficience intellectuelle. Donc, une belle jeune femme prise dans son corps, besoin d'aide dans tous les sphères de son autonomie corporelle, mais toute sa tête. J'ai Marc-André, 34 ans, qui est paralysie cérébrale, déficience intellectuelle et autisme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Puis il y a Anthony. Et Anthony, mon fils, ouais. Comment il réagit, Anthony, depuis qu'il est dans votre milieu de vie? Ben, ça va vraiment bien. Au départ, ça a été, tu sais, d'accueillir chacun, puis on a eu des adaptations à faire pour chacun. Il y en a un, d'ailleurs, qu'il a fallu qu'il quitte parce que ça ne fonctionnait pas au niveau du jumelage-pairage. Anthony, moi, il y a zéro problème de comportement dans la vie. J'ai répondu à tous ses besoins, donc toujours et à chaque jour de ma vie. Donc, ce qui fait qu'il ne prend pas de médication, il est calme. Donc, je voulais aller chercher quand même une clientèle qui n'était pas trop déstabilisante pour lui parce qu'il est très sensible. Fait que je suis allée comme ça, là, un petit peu, puis ça a été de l'adaptation, mais en fait, il connaissait déjà Samuel, il connaissait déjà Marc-André, il connaissait déjà Frédéric, puisqu'il avait été à l'école avec Marc-André et Samuel, puis Frédéric, je le prenais des fois à la maison en répit pour aider sa mère. Donc, c'était des visages connus là, pour lui, là, un peu, puis... tant que maman est là, lui, ça va. C'est un enfant comme ça, là, c'est tout leur univers est autour de toi. Donc, si maman est là, si maman dit que c'est correct, ben pour lui, c'est correct. Quel âge il a maintenant, Anthony? Il va avoir 33 ans le 10 mai. Et comment ça se passe au quotidien, toutes ces personnes-là, mettons, à l'heure du repas? Ben, c'est ça. C'est beaucoup d'aide aux soins. Donc, les filles que j'engage ici, j'engage beaucoup les personnes sur le CV du cœur, que je dis. Ah, le CV du cœur, que c'est beau. Oui, c'est que j'accorde très peu d'importance à tout. Tant mieux s'il y a un beau bagage derrière, mais je regarde surtout la personne, comment elle regarde les jeunes quand elle vient, quand elle rentre dans ma maison, puis comment je sens qu'elle a d'amour à donner. Donc, après ça, le savoir-faire, je suis là pour le montrer s'ils n'ont pas l'expérience. Donc, ça va bien. C'est de l'aide à l'alimentation pour presque tous. On a 3 qui mangent comme un peu plus par eux-mêmes. Les autres, on doit les alimenter. On doit découper la nourriture aussi en fonction de leur dysphagie ou leur difficulté de mastication. Donc, c'est toute une organisation. Ça fait penser beaucoup à les belles grosses familles d'autrefois où il fallait... tous s'entraider, sauf qu'au lieu d'être tous mes enfants qui s'entraident, c'est des gens que j'engage pour venir m'aider. Vous parliez de gens qui ont toute leur tête versus ceux qui ont des handicaps intellectuels. Les personnes qui n'ont pas de handicap intellectuel, comment ils vivent le fait de côtoyer justement d'autres qui ne sont pas nécessairement au même niveau? Oui.
Ben c'est vraiment beau. Puis ça, c'est un autre faille, moi, selon moi, dans le système, parce que c'est une des choses qu'on n'accepte pas de faire dans les ressources publiques. On veut pas mélanger la clientèle avec la déficience intellectuelle avec celle qui n'en a pas pour ne pas brimer. Alors que souvent, quand ils sont en situation de handicap physique sévère, leur univers est quand même limité. Donc, on a tous besoin d'envie de se rendre utile puis de se sentir utile. Donc, souvent, quand Olivier, il y a des moins bonnes journées, ben on va mettre Émilie à ses côtés, puis elle va lui tenir la main, puis lui, il aime ça taper dans la main, fait qu'elle va tourner sa main sur un côté, puis là, elle va le laisser taper dans sa main. Frédéric, lui aussi a des capacités, puis mon fils Anthony aime beaucoup aller dans la balançoire du Mexique, qu'on appelle, c'est un espèce de balançoire qu'on accroche. C'est un espèce de balançoire tout tissé que j'ai acheté au Mexique, et qu'on accroche au plafond, puis là, il peut se balancer là-dedans, un peu comme dans les pneus autrefois. Là. Oui. Il se balance à travers la maison, là, et il aime ça aller haut, hein, il aime ça avoir un peu de feeling. Ben Frédéric, c'est sa job, il se met en arrière de lui, puis il pousse, puis il se sent tellement important pour Anthony. Donc, moi, je trouve que c'est beau ce que j'ai créé, puis j'ai pas l'impression de brimer leur univers en les mettant en relation avec des gens qui sont plus hypothéqués qu'eux. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui ressort de tout ça. C'est très inspirant de vous entendre, Manon. Je suis vraiment épatée par la détermination d'une mère qui décide qu'on va y arriver, puis on va prendre les moyens pour. Mais je vous écoute, puis vous avez l'instinct de convaincre les gens, l'instinct du combat. Vous parliez du député François Bonnardel qui avait été bien utile, vous avez soutenu. Je crois dernièrement là, il vous a aidé dans un projet, mais pour lequel il pourrait avoir besoin de partenaires. Là. Ben en fait, c'est qu'on est à la recherche d'un petit autobus adapté parce que il y a un transporteur dans la région ici qui est adapté pour les gens en mobilité réduite. Mais ce que ça fait, c'est qu'il faut que tu réserves beaucoup d'avance. Puis là, moi, ma gang est grosse. Parfois, c'est 2 autobus, c'est complexe. Ça enlève l'espèce de spontanéité qu'on pourrait avoir un certain matin de dire « Hey, la gang, il fait beau aujourd'hui, on s'en va au Vieux-Port de Montréal, puis on s'en va passer la journée là-bas, on va aller manger une crème glacée, puis on va... » ou dire « Hey, la gang, on s'en va au resto à soir, puis on s'en va au cinéma après. » Parce que faut que tu réserves ça d'avance, faut que tu saches que tu vas avoir l'énergie ce matin-là de faire ça, alors que la réalité, c'est pas ça. Donc, on aimerait ça avoir un petit autobus adapté, puis c'est autour de 30 000 $, puis on n'a pas ça dans les coffres de l'organisme présentement. Avec les canettes, on maintient seulement le building, tous les frais courants du bâtiment. Donc, on a de la misère à amasser cette somme-là. Mais le député a accepté de participer avec un premier 5 000 $ pour nous aider. Donc, on est à la recherche de gens. J'aimerais solliciter les gens à dire si jamais il y a des gens qui aimeraient participer puis apporter un don. Ou s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui ont peut-être une entreprise d'autobus adapté, qui en aurait une qui se dirait, mon Dieu, j'en ai une qui est vraiment pas trop chère, puis je pourrais le faire. Nous, on est toujours prêts donc, c'est ça, on cherche ça pour être capable d'embarquer la gang, puis faire des sorties familiales de gang. Votre message est passé. J'espère qu'il y a des gens à l'écoute là, qui pourront donner suite. Et je sais que vous vouliez faire peut-être aussi un appel aux bénévoles parce que vous en avez un monsieur de 84 ans là, qui est là à tous les mardis. Comment il s'appelle? Il s'appelle Guy Hainaut. C'est un monsieur qui a eu intérêt avec nous puis qui m'a demandé, lui, il m'a dit moi j'aime ça papoter un peu, donc si tu as besoin de moi. Fait qu'il vient à tous les mardis, on fait de la cuisine pour le restant de la semaine. Bon,
À tous les mardis, il vient apporter son petit coup de pouce à couper les légumes et à faire la préparation de nourriture. Fait que c'est certain que s'il y a d'autres gens pour qui la cuisine, ou ça peut être des dames qui aiment marcher et qui voudraient prendre des marches avec les jeunes, pousser les fauteuils roulants, ben souvent on a les soins à donner et tout, fait que le temps pour sortir dehors puis avoir pousser tout le monde en fauteuil, ça fonctionne pas tout le temps, donc ça peut être ça. Votre message est entendu, Manon Gauvin. Ben, merci. Merci beaucoup. C'était Manon Gauvin, Un souffle et des ailes. L'émission se termine. Merci à notre dynamique équipe. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef division technique. Nos épisodes disponibles sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com et sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Alors, je vous invite, cette semaine, à réfléchir à ce que vous pourriez faire peut-être pour aider nos héros anonymes. Et si vous en connaissez, faites-nous signe. Catherine a très hâte de prendre vos appels. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Chantal Doré au micro. Je vous souhaite une magnifique semaine et ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt!